pour votre participation aujourd'hui. Du coup, alors moi, je vais vous présenter les grands principes de la RGPD pour vous puissiez comprendre l'essence de la réglementation et surtout les actions qu'il y a à mettre derrière pour que l'entreprise soit en conformité. Hop là. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Tristan Sévenier. J'avais déjà fait une autre intervention sur la cybersécurité. Moi, j'interviens auprès des entreprises sur les outils de gestion, sur la sécurité informatique et sur la RGPD. Justement, la RGPD, c'est pile poil au centre de ces deux activités. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Donc du coup, je fais partie de l'ENE et on va parler des grands principes, comment la méthodologie pour se mettre en conformité, et puis un petit focus sur la partie web et emailing, qui est la partie la plus visible de l'iceberg. Voilà. Donc la RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui date de 2018. Donc ça fait plus de 2 ans déjà que beaucoup d'entreprises sont en retard. Avant, il y avait la loi informatique et liberté qui date des années 50, qui avait un petit peu évolué, mais qui, face à l'arrivée des GAFAM, qui utilisaient un grand nombre de nos données, en fait, qui partaient ça partait un peu dans tous les sens. Et la loi informatique et liberté ne s'appliquait qu'à la France. Maintenant, on a un poids européen pour contrer les GAFA. C'est pas si simple que ça, mais déjà, ça donne certains éléments. Et l'entité qui régule justement cette réglementation, qui justement est en discussion avec l'Europe et les GAFA en direct, c'est la CNIL. J'ai toujours un doute, c'est Conseil national des informatique et liberté. Qui va elle-même faire des contrôles. Donc l'entité est assez restreinte, mais c'est elle qui fait directement les contrôles auprès des entreprises et qui va justement taper sur les doigts de ceux qui ne respectent pas la réglementation. Elle propose aussi énormément de contenu, de méthodologies ils mettent à jour régulièrement tout ça pour qu'on puisse justement se mettre en conformité. Il y a énormément de contenus que je vais vous présenter qui viennent justement de la CNIL. C'est assez pédagogique, il y a des mots qui sont assez parlants. Voilà, je reviendrai un petit peu dessus plus loin. Donc déjà, pourquoi la RGPD? Comme je le disais, les données, maintenant aujourd'hui, les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Il y en a de partout. C'est vraiment un enjeu économique et stratégique pour les entreprises et pour la nation. Et voilà 2 exemples de références. Deux études différentes. La première, c'est qu'en fait, si on analyse les données géographiques sur 2 points, donc le domicile-travail, on arrive à identifier très facilement 50% des personnes qui utilisent des smartphones. Et si on rajoute 2 autres points, on passe à 95% des utilisateurs de smartphones. Donc voilà, c'est pour dire, il faut des fois très peu de données pour justement arriver à identifier des personnes. Et par rapport à ça, une autre étude, il y a une doctorante qui a mis en parallèle une liste électorale et des données médicales, et qui a réussi, les données médicales pseudonymisées, je reviendrai sur le principe, mais sans nom, sans rien, simplement avec des tranches d'âge, enfin même des fois des âges, des pathologies et une géographie à peu près approximative. Elle a réussi à retrouver 90% des individus sur la liste médicale, juste en utilisant des listes électorales. Voilà, donc c'est pour tout ça pour dire que on peut vraiment faire énormément de choses avec pas énormément de données, et surtout en regroupant les données de différentes sources, on peut faire énormément de choses, et pas forcément dans le sens des utilisateurs. Donc par rapport à ça, la CNIL et l'État ont mis en place la RGPD pour essayer de contrer et surtout sécuriser l'ensemble des données personnel des personnes sur le territoire. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? En fait, il va y avoir plusieurs niveaux dans les données. Toutes ne se valent pas. Il y a des données qu'on va appeler anonymes, c'est des sondages, on n'a vraiment aucune façon de récupérer l'identité de la personne. Si c'est typiquement un sondage, voilà, enfin, le sondage, c'est l'exemple le plus parlant, des données qui permettent
indirectement de retrouver la personne. Les adresses IP, ben, finalement, c'est votre ordinateur, vous êtes le seul à l'utiliser. On ne vous connaît pas, mais par contre, si vous allez ailleurs, ben, on va savoir que vous êtes la même personne. Les logs sur les serveurs et ainsi de suite. Des adresses mail qui sont, là on voit le type td @hs_td. On ne peut pas directement dire qu'il s'agit de Tristan Sévenier. Par contre, voilà, si vous vous connectez à plusieurs endroits, on peut dire c'est la même personne. Et après, les données qui sont directement personnelles, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, nom, prénom et adresse. Alors après, dans ces données-là, il y en a qui sont plus ou moins aussi dangereuses. Les noms, les prénoms, les adresses mail, c'est pas très grave, on le donne assez systématiquement sur un peu de partout. Il suffit d'ailleurs de le taper sur Google pour voir un petit peu qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent rien que sur LinkedIn ou autre. Ben, voilà, c'est des données qui sont limite publiques. Par contre, tout ce qui va être beaucoup plus sensible, comme les données de naissance, les données de sécurité sociale et ainsi de suite, là, ça commence à devenir sensible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, avec ces quelques données, on peut potentiellement accéder à 2 données, des données bancaires, des choses comme ça. Si par exemple, je dis que j'ai perdu mon mot de passe ou autre, enfin mon mot de passe pour ma banque, ben, soit il m'envoie un courrier, bon, si j'arrive à intercepter le courrier entre temps, voilà, c'est des fois en fait la science de la sécurité informatique, on dit que c'est la science des pervers et des parano, mais parce que ça existe vraiment, ça se fait, c'est pas de la science-fiction. Et donc, par rapport à tout ça, où il y a plusieurs endroits dans le système d'information des entreprises où il va y avoir justement ces différents types de données. Et surtout, le point que beaucoup d'entreprises négligent, là où il y a les noms, les prénoms, les numéros de sécurité sociale, les lieux de naissance, les fiches de paie et ainsi de suite, en fait, c'est le domaine, le service RH. Et finalement, ça veut dire que si votre entreprise, si l'entreprise se fait attaquer, et qu'on récupère ces données personnelles-là, on peut très, très, très facilement usurper l'identité d'une personne. Parce que prouvez-moi que vous êtes vous êtes Tristan Sévenier, voilà, fiche de paie, numéro de sécurité sociale, et ainsi de suite. Et c'est très, très dangereux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle essentiellement du web quand on parle de la RGPD, des cookies, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'entreprises qui oublient que dans leur système d'information, il y a des données extrêmement dangereuses pour leurs salariés. Et par-dessus ça, viennent une autre catégorie qu'on appelle données sensibles. Alors, il y a eu vraiment un changement de paradigme avec la RGPD. Avant, on était obligé de déclarer les données que l'on utilisait, les traitements de données, sauf que personne ne le mettait à jour. Typiquement, une entreprise, dès qu'elle se déclarait, elle savait qu'elle avait besoin de faire sa déclaration à la CNIL parce qu'elle utilisait 3 mails, parce que elle faisait un petit peu d'emailing et ainsi de suite. Mais finalement, au fur et à mesure, 5 ans après, 10 ans après, elle n'utilisait plus les mêmes données. Mais par contre, elle n'avait pas mis pour autant à jour sa déclaration. Donc là, la RGPD va dans un autre sens. Maintenant, c'est prouvez-moi que vous utilisez, si en cas de contrôle, prouvez-moi que vous utilisez bien les données. Vous avez bien respecté le règlement. Sauf pour les cas des données sensibles. Alors, données sensibles, c'est les orientations sexuelles, les opinions politiques, les données de santé, les appartenances syndicales et religieuses, et données ethniques. Ça, c'est le gros point rouge, c'est interdit, 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 sauf dérogation express de la CNIL. Donc, c'est-à-dire que pour ces données-là, il faut absolument demander l'autorisation à la CNIL de les utiliser. Alors, du coup, vous vous dites: «Oui, mais c'est des données qui sont quand même assez, assez, générales», c'est rare que les entreprises, en aient, à part celles qui sont justement dans la santé. Et ben, pas tant que ça, parce que typiquement, là où on voit les trucs les plus aberrants, c'est, les données dans les CRM, donc c'est Customer Management, c'est, la gestion commerciale. Et là, surtout pour, les entreprises qui font du B2B, et ben, on a des informations, par exemple, telle personne ne travaille pas, au lieu de mettre telle personne ne travaille pas tous les vendredis après-midi, parce qu'elle fait Shabbat, et ben, on va avoir de confession juive ou autre. Donc ça, c'est des gros points noirs. Ou par exemple, j'avais discuté aussi avec une personne qui s'occupait d'un drive pour Carrefour
Intermarché, je me rappelle plus précisément, qui avait justement énormément de données, sur les clients qu'elle avait. Et il y avait une case qu'elle avait vraiment très, très envie de rajouter parce qu'il y avait des personnes qui ne consommaient que du halal, des personnes qui achetaient certains produits, avec des très fortes connotations, religieuses. Et elle avait très, très, très envie de rajouter là justement la colonne, religion, parce que pour pouvoir proposer des produits un petit peu, vraiment typiques enfin voilà, orienter sa segmentation client. Mais voilà, c'est des données qui sont vraiment extrêmement sensibles et très dangereuses, parce qu'en plus, c'est simplement peut-être que j'ai un régime alimentaire, qui est un peu particulier, que j'aime bien le goût des épices et que je prends halal, mais voilà. Donc c'est vraiment quelque chose en plus qui est interdit. Alors, qu'est-ce qu'un traitement? En fait, à partir du moment où on utilise, on manipule de la donnée, on appelle ça un traitement. Dès qu'on récupère la donnée, par exemple, vous avez un formulaire de contact, il y a une donnée qui s'inscrit dans votre base de données, c'est un traitement. Quand vous allez la modifier, quand vous allez ajouter des éléments, c'est un traitement, et quand vous allez la supprimer, c'est aussi un traitement. Et donc voilà, un traitement, c'est l'ensemble des chaînes de manipulation de toutes les opérations qui touchent de la donnée. Et donc, ça, je reviendrai un peu plus loin là-dessus, mais c'est vraiment c'est le point un petit peu difficile à comprendre, parce que des fois, on se dit, je le stocke, elles sont là. En fait, déjà, de stocker de la donnée, c'est aussi une forme de traitement, sans forcément l'utiliser. Et après, on va parler de responsable de traitement, mais je reviendrai un peu dessus. C'est un peu dense, donc je vais un petit peu vite, désolé. Voilà, justement, on parle de responsable de traitement, c'est la personne qui va être en charge, et qui va être le garant de la donnée et de son utilisation. Alors, dans le cadre de la RGPD, il faut absolument que chaque traitement ait un responsable, parce qu'en fait, finalement, s'il y a un traitement, ça veut dire que quelqu'un en a besoin, et si quelqu'un en a besoin, il y a à minima un responsable. Le responsable, par défaut, c'est le dirigeant de l'entreprise. Par contre, plus l'entreprise va grossir, moins il va être au courant de ce qui se passe dans le détail. Mathématiquement, ça devient de plus en plus compliqué. Donc après, quand il y a du marketing, quand la structure devient suffisamment importante pour qu'il y ait du marketing, il va y avoir un responsable marketing ou commercial qui, lui, va devenir le garant de ces traitements, et surtout d'un certain nombre de règles que l'on va voir derrière. Pareil pour la DRH. Alors, de façon générale, les DRH sont assez sensibles à la sécurité des données personnelles, mais malgré tout, voilà, souvent, surtout dans des petites structures, les dirigeants n'ont vraiment pas conscience à quel point c'est dangereux. Et surtout, ils doivent s'assurer de la finalité. Chaque donnée, je reviendrai un petit peu dessus sur la finalité. Voilà. L'exception, je passe très rapidement dessus, mais c'est la sphère privée. Les données que vous avez sur votre téléphone, les numéros de téléphone, les adresses mail ou autres, si c'est d'un point de vue personnel, ça ne rentre pas dans le cadre de la RGPD. Par contre, si c'est un téléphone pro, c'est une zone grise, parce qu'un téléphone pro, on l'utilise aussi souvent pour des utilisations aussi personnelles le soir et les week-ends. Faut éviter, mais c'est quelque chose qui est assez voilà, c'est une zone grise. Faut essayer de limiter un maximum les données de toute façon, faut essayer de limiter un maximum les données qu'on met sur son téléphone, parce que d'un point de vue sécurité, les téléphones, c'est vraiment une catastrophe. Par exemple, qui parmi vous a un smartphone, et qui parmi vous a un antivirus sur son smartphone? Voilà, l'exemple très simple. Donc voilà, c'est un exemple assez simple pour dire que de toute façon, ce ne sont que des zones grises. Enfin, c'est énormément de zones grises et d'exceptions. On va voir qu'il y en aura encore plein d'autres derrière. Là, je suis désolé, là, c'est la partie un peu, un peu théorique, un peu juridique, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre les grandes lignes de la RGPD. Donc en fait, il y a 8 règles d'or: la laïcité, la finalité, la minimisation des données, la protection de celles-ci, et surtout la conservation maximale des données. Et après, il y a les obligations de sécurité et la transparence, mais je vais revenir dessus tout de suite. Alors,
la licité des données pour comment je fais pour que mon traitement soit légal. Déjà dans un premier temps, c'est comment je récupère la donnée. Il faut le consentement, comment je récupère ou que je traite la donnée, il faut absolument le Graal, c'est le consentement de la personne et c'est là-dessus, sur lequel, les GAFA, se basent. C'est: «Bah oui, regardez, dans mes conditions générales, la personne a appuyé sur OK». Difficulté, c'est qu'il faut qu'il soit libre, spécifique et éclairé. Libre, c'est-à-dire que, je ne suis pas contraint. Or, les GAFA, en plein milieu, ils vous disent: validez, sinon, vous pouvez pas faire de recherche sur internet, vous pouvez pas plus utiliser, Gmail et ainsi de suite». Donc libre, là, c'est la grosse, le gros, le point un peu, limite de Google. Mais voilà, c'est des combats juridiques qui vont durer des années. Spécifique, c'est-à-dire aussi à chaque fois que j'accepte quelque chose, il faudrait que, je coche une case, c'est-à-dire, typiquement, on va prendre les formulaires de contact. Le formulaire de contact, je mets, mon nom, mon prénom, mon adresse mail. Si c'est pour recevoir simplement des newsletters, il faut qu'il y ait une case, correspondante. Si je veux recevoir en plus des informations commerciales, c'est une autre case et ainsi de suite pour l'intégralité, pour chaque traitement, théoriquement. Sauf que, voilà, c'est, d'un point de vue ergonomique, ça devient très compliqué de gérer tout ça et moi, je me rappelle pas avoir coché sur toutes les cases, du, des conditions générales d'utilisation de Google, typiquement. Et pourtant, je les ai acceptées. Ou sinon, pourquoi je peux utiliser dans quel cadre je peux utiliser des données? C'est dans l'exécution d'un contrat. Typiquement, j'achète, peut-être pas sur Amazon, mais même sur n'importe quel site e-commerce, pour me faire livrer en fait, il va falloir que, que la personne ait accès à mon, accès à mon adresse, à certaines données, à mon numéro de téléphone pour pouvoir m'appeler en cas de problème. Voilà comment, c'est dans le contrat que vont être spécifiées l'utilisation des données et parce qu'en plus on en a besoin. Ou sinon, si c'est des obligations légales, typiquement les données, RH, les PEP, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ces données. Les sauvegardes d'intérêts, après là, ça devient un peu plus particulier. La sauvegarde d'intérêts vitaux et de personnes, c'est plutôt dans le côté médical. Et mission d'intérêt public, typiquement, j'aurais beau essayer de demander aux impôts de supprimer mes données personnelles, ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Et là, par contre, c'est la boîte fourre-tout. L'intérêt légitime du responsable de traitement. Donc je rappelle, le responsable de traitement, c'est par exemple le, responsable marketing. Son intérêt, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est encore la grosse boîte grise, du règlement où s'arrête l'intérêt du responsable et où commence celle de la personne qui donne ses données personnelles. Voilà, je vais donner des exemples un peu plus concrets. Donc là, typiquement, est-ce que vous m'autorisez à conserver vos données bancaires pour faciliter les prochains paiements et en même temps votre adresse mail pour vous faire des promotions? Et puis on pourrait en rajouter, souvent c'est ça, c'est et en même temps et en même temps et en même temps. Non, là ce n'est pas valide parce qu'en fait j'ai pas le choix, j'ai qu'un seul choix pour plusieurs traitements différents. Dans la réalité, c'est souvent le cas, malgré tout. Là, dans ce cas-là, dans le cadre d'un abonnement, je peux accepter les conditions générales de vente. Alors normalement, il faudrait qu'il y avoir un lien en plus sur les conditions générales de vente et ou alors j'accepte que mes données personnelles soient transmises à telle société. Là, vu que c'est séparé, vu que c'est à 2 utilisations de traitements distincts, c'est validé. Voilà, tout simplement. Là, c'est, un dernier exemple, 3 formulaires différents. Alors le premier avec pas mal de, non celui-là c'est pas un exemple très parlant, mais, voilà, ça sera un exemple. De toute façon, je vous passerai le support, mais voilà, faut que ça soit éclairé. Là, on a des informations qui sont là dans le troisième, on n'a pas suffisamment d'informations, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais, alors que dans le premier, il y a plus d'informations sur comment ça fonctionne. Un petit dernier. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos utilisateurs. Donc, du coup, est-ce que là, je reçois une publicité de monservice.fr, sauf que j'ai jamais donné mon adresse mail et ils me disent vous êtes par défaut sur notre liste et renvoyez-nous stop si vous n'êtes pas d'accord. Et là non, ce n'est pas légal parce que je n'ai jamais donné mon consentement. C'est pas par défaut, il a été
été utilisé. Euh, L'exemple d'exécution d'un contrat, je l'ai donné tout à l'heure, c'était le cas d'une livraison. Forcément que j'ai besoin d'avoir les données GPS, les données, l'adresse de la personne pour pouvoir la livrer. La finalité et la minimisation. Donc, le contre-exemple typique de ça, c'est tout ce qu'on va appeler en fait le big data et l'intelligence artificielle. En fait, le principe de Google, comment ils se font de l'argent, en fait, ils récupèrent un maximum de données sur vous, que ce soit via Gmail ou même simplement votre navigation sur Internet, et ils vont récolter un maximum d'informations pour alimenter leurs intelligences artificielles, pour alimenter leurs algorithmes, et vous vendre de la pub qui soit extrêmement précise. Et typiquement, c'est l'opposé de ce que demande la RGPD. À chaque traitement, il faut avoir une finalité, c'est-à-dire pourquoi je récupère cette information. Quel est le but final et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que l'inverse du le big data, c'est je récupère la donnée, je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais la traiter, je vais créer de la nouvelle donnée et puis on verra, peut-être qu'un jour je l'utiliserai. Voilà, donc à chaque traitement, il faut prendre que les données dont on a besoin pour les utiliser. La durée de conservation, quelque chose qui est vraiment souvent très oublié et très compliqué aussi à mettre en place. La recommandation de la CNIL pour les données clients, c'est 3 ans. 3 ans après le dernier contact de la personne, sauf que la personne elle est arrivée sur le site web et puis en fait on n'a pas fait forcément d'interaction par les emails ou autres. Par contre, de l'autre côté, elle sollicite souvent le commercial par téléphone ou autre. Les 3 ans, c'est difficile de les mesurer. Alors par contre, ce que je conseille, c'est d'utiliser de vrais outils, des CRM ou des vrais outils d'emailing, parce que justement ces données vous aurez la possibilité de gérer beaucoup plus facilement cette durée de conservation. La pratique que je donne en général, c'est de se poser la question en fait tous les ans, de se dire voilà, ma base de données, voilà ce qui s'est passé pendant cette année, et de se dire là j'ai une partie de ma base de données qui n'a pas été mise à jour, ou alors essayer de se dire voilà, on a envoyé tel, voilà, ceux-là font partie de mes clients récurrents, même s'ils n'ont pas donné d'informations directement sur mon outil d'emailing, je vais quand même les conserver. Et puis les autres, j'envoie un mail en disant attention, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous conserve dans la base de données? Et si au bout de 3 ans, au bout de 3 reprises, les 2 personnes n'ont pas validé qu'elles voulaient qu'on reste dans votre base de données, supprimez-les. Pourquoi en plus ça peut vous aider, c'est que finalement vous allez avoir une base de données les entreprises que vous allez accompagner vont avoir des bases de données beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus qualifiées, et pas avoir envoyé des mailings, envoyer du courrier du courrier perdu à droite à gauche pour des taux de retour qui sont vraiment très faibles. Là, ça va être beaucoup plus ciblé, beaucoup plus qualifié. C'est vraiment une méthode qui permet de qualifier et de segmenter plus précisément la base de données. Et après, il y a d'autres secteurs qui sont encadrés par d'autres réglementations, typiquement tout ce qui est paie et fiche de paie. La règle, c'est 10 ans après le départ de l'employé. Par contre, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de bien que, en fait, quand je vais me poser la question, quand est-ce que je vais me poser la question de ma fiche de paie, en fait, c'est à la fin de ma carrière, donc peut-être 20, 30 ans après avoir quitté une entreprise. Donc là, c'est encore aussi des zones un peu floues. Ou alors des informations réglementaires, par exemple, de mémoire, c'est 5 ans pour tout ce qui est comptabilité, pour prouver auprès de l'URSSAF et autres que l'URSSAF peut vous demander 5 ans après des informations sur vos salariés. Donc typiquement, vous êtes obligé de les conserver. Et l'obligation de sécurité. Alors la phrase un peu encore un peu zone grise, c'est prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données. Mesures nécessaires, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi c'est là où on va mettre en place quelque chose ce qu'on appelle une analyse de risque. J'ai un certain nombre de données.
quel est le risque pour l'utilisateur. C'est vraiment pour l'utilisateur, la personne à qui on a récupéré la donnée. Là, les règles sont assez variables pour justement c'est variable en fonction de la donnée en question, du volume de données que l'on a sur une personne ou, ou le volume de données sur un certain nombre de personnes. Les deux exemples différents que je vais vous redonner, c'est typiquement une base, des emailing, donc des envois massifs d'emails. Bah, potentiellement, vous avez 5-10 000 contacts dans cette base de données. Donc ça fait quand même un volume qui est relativement important, mais comparé à du Cdiscount ou C++ ça se compte je pense presque en millions, bah, c'est quand même relativement petit. Donc il faut mettre des mesures de sécurité, et la meilleure façon de mettre des mesures de sécurité, c'est en fait d'utiliser des outils comme les Sendinblue ou Mailchimp, qui eux vont vont mettre en place les sécurités nécessaires à tout ça. Par contre, voilà, c'est quelques données qui ne sont pas forcément très pertinentes ou très pointues, parce que ça, pour le B2B, les professionnels, ça va plutôt être simplement des noms, prénoms, adresse mail, entreprise, effectif de l'entreprise ou autre. Et puis plus on va descendre, plus ça va être pertinent, son métier. Mais voilà, ça reste des données qui ne sont pas très poussées. Par contre, voilà, vu qu'on a 10 000 contacts, et ben, ça devient potentiellement dangereux pour 10 000 contacts. Donc il faut quand même de la sécurité. Et l'opposé, c'est justement ce que je disais, les DRH qui ont énormément de données sur une seule personne. Donc là, il faut le sécuriser de façon beaucoup plus intense, parce que si ces données partent, il y a quand même des risques forts pour la personne qui vous a confié ces données. Il y a 2 guides qui sont très importants, très intéressants, et que je recommande fortement. C'est les guides d'hygiène de sécurité informatique. Déjà dans une précédente formation, et le guide sur la sécurité des données personnelles fourni par la CNIL. L'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, fournit énormément de documentation. C'est la référence nationale sur la sécurité informatique, et il donne énormément d'informations et de guides pour se mettre en sécurité de façon simple, surtout pour des PME, TPE, PME qui sont souvent mal enfin, n'ont pas conscience de ces problématiques. Et on passe sur la transparence du traitement et le droit de la personne. Donc la RGPD a donné tout un attirail assez important pour les personnes qui souhaitent modifier ces données, supprimer les données des bases de données, justement. Déjà, il y avait pas mal de règles dans la loi informatique et liberté. Maintenant, ça a été beaucoup renforcé par la RGPD. Les grandes lignes, c'est que les points un peu complexes, que n'importe qui peut demander à supprimer par un envoi de mail, à supprimer ces données, à récupérer ces données, à les modifier, enfin voilà, il y a tout un attirail. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, il y a tout un attirail pour les personnes qui souhaitent modifier ces données. Et il y a surtout le principe de transparence qui est beaucoup plus fort. Maintenant, il faut que dans les CGV, dans les conditions générales de vente, ou conditions générales d'utilisation, ou n'importe où vous récupérez de la donnée, qu'on sache, n'importe qui doit savoir ce que l'on doit faire avec sa donnée quand on la donne. Voilà, donc c'est très important, c'est là-dessus. Là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Si la CNIL va venir taper à votre porte, c'est d'abord en regardant sur comment qu'est-ce que vous voir sur votre site web, voilà, elle va d'abord regarder sur votre site web si déjà il y a le principe de transparence qui est appliqué. Et par contre, par rapport à il y a beaucoup de droits qui sont accordés aux citoyens, mais par contre, il y a aussi des arnaques. Typiquement, monsieur Mike Rosburn dit j'aimerais bien recevoir toutes les informations me concernant que vous avez sur moi, c'est mon droit dû à la RGPD. C'est une fraude. Alors, la bonne réponse à donner à ça, c'est d'accord
donnez-nous, prouvez-nous que vous êtes bien monsieur Rosebird, envoyez-nous votre carte d'identité et après, on vous donnera on vous redonnera l'intégralité des données qu'on a sur vous et on supprimera les données si vous le souhaitez. Parce que typiquement, c'est peut-être un faux. Enfin, là pour le coup, c'était un message que mon collègue a récupéré et qui était une fraude en fait. Quand on a renvoyé un mail, plus de nouvelles, plus rien, et en fait, ouais, c'était une fraude. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous avez quelques questions par rapport à ça? Je suis allé un peu vite. C'était pour essayer de vous donner un maximum d'informations avant de passer à la deuxième partie. Moi, j'avais une petite question. Vous Oui. parliez tout à l'heure de conservation des données, des informations. Les mails, concernant les mails et les informations qui peuvent être contenues dans les mails, vous disiez que c'est 3 ans, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Ça veut dire, est-ce à dire que les mails antérieurs à 3 ans devraient, par des professionnels, j'entends bien, hein, devraient disparaître de nos tablettes? Alors, s'il s'agit d'une personne, enfin, après, il y a deux contradictions, enfin, deux cas de figure, B2C et B2B. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ça parle, hein, B2C, Oui, business to mais nous, customer. on travaille essentiellement avec des artisans, donc c'est du Ouais, B2B. donc eux, Alors, les artisans, c'est. Alors, pour les artisans eux-mêmes, ça va être des fois du B2C aussi. Et dans ce cas-là, si ce sont des mails de personnes directement, oui, il faut les supprimer théoriquement au bout de 3 ans. Après, la difficulté, voilà, c'est comment on le fait de façon à peu près automatisée de façon à peu près automatisée. Alors, à savoir que la CNIL, en fait, va plus vous challenger sur les processus. C'est-à-dire que si vous faites, c'est 3 ans et enfin, même si c'est 4 ans, c'est pas super grave, mais si vous vous posez la question régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans, en disant, voilà, je me pose la question, comment je fais pour supprimer ces données, la CNIL va pas vous taper dessus. Après, il y a aussi, les artisans, ils ont quand même peu de chances de se faire taper dessus, sauf si ils font vraiment n'importe quoi avec les données et que c'est visible depuis le site web. Non, mais je parle aussi de nous, chambre de métier. Ouais. C'est-à-dire que moi, les mails, des mails de plus de 3 ans, on en a. Enfin, alors, peut-être que je suis seul, mais j'en ai encore dans ma boîte à lettres, hein. Donc, la Pareil, question se pareil. pose, effectivement. Là, la question est un peu différente dans le cadre, justement, le deuxième cas, c'est le cadre du B2B. Et là, dans ce cas-là, vu que c'est pas une personne physique, mais une personne morale, D'accord. théoriquement, il faudrait enlever simplement le nom et l'adresse mail de la personne en question et garder les informations concernant l'entreprise. Voilà. Donc c'est pour ça que ça devient compliqué quand la CNIL va être beaucoup plus souple sur les données personnelles, enfin bon, pseudo personnelles, enfin pseudo professionnelles, voilà, pour le B2B. C'est très compliqué, pour le B2B. Mais Merci. théoriquement, c'est ce qu'il faudrait faire, mais voilà, voilà, pour le B2B, c'est moins grave parce que ce sont simplement des noms, des adresses mail qui sont en plus souvent professionnelles, qui se retrouvent en plus souvent sur Internet. Donc, enfin, il y a très peu de professionnels qui ne sont pas sur LinkedIn. C'est des informations qui sont quasiment publiques. Enfin, très peu. Il y en a un nom, mais il y a quand même beaucoup de professionnels qui ont mis leurs informations en public sur LinkedIn. C'est un peu enfin, ils sont quand même souples là-dessus. Voilà. D'autres questions? Bon, je vais continuer du coup. Donc là maintenant, la méthodologie pour essayer de se mettre en conformité, enfin en tout cas se mettre en conformité. Il y a 4 étapes qui ont été définies par la CNIL. Alors moi, en général, même j'en mets une quatrième avant. En fait, la première, ça va être vraiment d'identifier les traitements, de faire ce qu'on appelle un peu une cartographie des données, cartographie applicative. Voilà, il y a plusieurs méthodologies, mais déjà de se poser la question, alors quand c'est des petites structures, c'est quelles sont les données que j'ai, quels sont les outils que j'ai, qui s'en occupe, qui fait quoi, et surtout essayer de déceler j'oublie toujours le nom. On appelle ça le shadow IT, les outils qui ne sont pas vraiment
qui sont gratuits, par exemple, je pense à des Trello ou des choses comme ça, les outils gratuits qui ne sont pas officiels dans l'entreprise, mais par contre qui facilitent énormément la vie des salariés et dans lequel souvent il y a des données plus ou moins personnelles. Il y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, utilisent Trello comme outil de gestion de projet avec des données clients ou des choses comme ça. Donc voilà, se poser la question quelles sont les données, où sont toutes mes données, qui s'en occupe, qui fait quoi, quelles sont les données, quelles sont les catégories que j'ai sur une personne. Et la question alors non, la question que je pose et après c'est surtout comment elles sont stockées, comment elles sont gérées. Est-ce que j'ai le droit de mettre des données personnelles sur Trello, parce que du coup finalement Trello c'est un service qui est gratuit et la règle d'or en informatique c'est que quand c'est gratuit c'est vous le produit et donc les données que vous mettez à l'intérieur appartiennent à Trello finalement, parce que ça fait partie des conditions générales d'utilisation. Et puis après, quels sont les moyens de sécurité qui sont mis derrière. Et après, par rapport à ça, on commence à remplir. Alors justement, si vous êtes plus avec des artisans, des TPE, je vous conseille, il y a 2 types de registres de données. Il y a celui-ci qui est très simple, très pédagogique, mais qui remplit très bien le boulot, ce qui a été proposé par la CNIL, où en fait on va se dire voilà, j'ai telle activité, j'ai une activité commerciale, j'ai une activité de production, quelles sont les activités que j'ai, quelles sont les données que j'ai dans mes différentes activités, l'activité RH et ainsi de suite. Et par activité, je vais me poser la question, du coup, quels sont les utilisateurs? Est-ce que ce sont simplement des fournisseurs? Est-ce que ce sont des clients, et après quelles sont les données que j'ai dessus? Est-ce que ce sont des données professionnelles uniquement, des données personnelles? Est-ce que voilà, essayer de suivre, en fait, c'est vraiment le registre de données est quasiment une méthodologie en elle-même. Et puis après, de se poser la question de la sécurité. Et en fait, est-ce que j'ai besoin de ces données? Pourquoi je les récupère? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Et surtout, si c'est vraiment indispensable et que c'est un petit peu sensible, comment je fais pour les sécuriser? Est-ce que c'est normal qu'elles soient sur un Dropbox qui, typiquement pareil, Dropbox, on peut mettre des informations dessus, mais les informations que vous mettez sur Dropbox appartiennent à Dropbox si vous utilisez un compte gratuit. C'est un peu moins vrai quand vous utilisez un compte payant, mais malgré tout, Dropbox a quand même un droit de regard dessus. Il y a ce qu'on appelle le Cloud Act qui autorise le gouvernement américain à aller fouiller dans les données de ces sociétés basées en Amérique, aux États-Unis. Donc voilà, faut bien en avoir conscience. Et c'est moi ce que je conseille en général, c'est de se poser la question pour les données personnelles, mais aussi pour les données sensibles, les données stratégiques de l'entreprise. Je ne parle pas que des données financières, mais aussi des données de R&D et ainsi de suite, parce que souvent, ça passe par des outils des outils numériques qui ne sont pas forcément officiels, des plans de construction, le savoir-faire de l'entreprise qui peut se retrouver dans les mains des Américains. Et c'est pas, alors justement, je suis régulièrement en contact avec des personnes de l'ANSSI. C'est vraiment une guerre économique avec l'outil informatique est une arme dans cette guerre économique. Et donc voilà, faire du minage, j'essaie de pas trop vous faire peur non plus, mais voilà, vous faire prendre conscience qu'il y a vraiment des dangers et en plus dans le cadre de la RGPD et des données personnelles, on met en danger des personnes qui nous ont confié leurs données. C'est même pas nous que l'on met en danger, ce sont les personnes qui nous ont confié leurs données. Et moi, la question que je me dis à chaque fois, c'est est-ce que c'est normal que vous ayez ces données-là et essayez de mettre vos propres données, surtout dans le cadre des sociétés e-commerce qui essayent d'avoir un maximum, de faire un maximum de segmentation. Est-ce que vous, d'un point de vue moral, ça vous irait qu'il y ait l'intégration, si vous remplissez dans votre CRM, dans vos bases de données, l'intégralité de vos champs sur votre système d'information, est-ce que vous vous sentirez confortable et en sécurité avec ces données sur le système d'information?
Voilà. C'est un peu moins sensible quand on parle de B2B, mais malgré tout, voilà, des fois on a des cas un peu extrêmes, surtout avec les commerciaux qui aiment bien avoir des champs commentaires très remplis et très subjectifs. Voilà. Après, il y a aussi la notion de DPO. Donc là, ce sera plutôt sur des entreprises qui sont un peu plus conséquentes, ou alors des entreprises qui ont des données sensibles ou qui ont comment parapublics et ainsi de suite. Normalement, vous partie de l'écosystème public-parapublic, vous devriez avoir un DPO au sein de votre structure, parce que vous êtes des correspondants de confiance avec une casquette publique, donc les personnes vont plus facilement vous donner des données personnelles, et il faut absolument que vous ayez un DPO. J'espère que c'est le cas. La difficulté du DPO, c'est qu'il doit être complètement indépendant, ce qui est très difficile quand il s'agit d'un salarié ou qu'il s'agit d'un prestataire extérieur, parce qu'il y a quand même une relation contractuelle. En général, il faut au moins que ce soit une personne de la direction, et il ne faut pas que ce soit le responsable informatique, parce que le responsable informatique est un peu jugé parti, lui doit s'assurer de la sécurité, le DPO doit s'assurer que les données soient sécurisées, et le DSI, lui, est le responsable de la sécurité, donc il est aussi jugé parti. Grosse difficulté, c'est que c'est le mouton à 5 pattes qui doit connaître parfaitement les processus de l'entreprise, il doit avoir aussi des notions d'informatique, des notions de marketing, des notions de juridique. Donc c'est un profil qui est assez compliqué à gérer. Et pour la petite anecdote, la CNIL, qui comportait à peu près 300 ou 400 personnes, lors de la sortie de la RGPD, ont perdu une centaine de personnes parce que les grands groupes ont débauché tous les responsables, enfin toutes les personnes, beaucoup de personnes à la CNIL, pour les embaucher en tant que DPO dans leur structure. Donc ils se sont retrouvés avec pas mal de problématiques à gérer en même temps. Et donc lui, en fait, pour le DPO, il va être le garant de la mise en place des moyens et de la mise en place de la mise en conformité. Alors qu'avant, le CIL, qui était le correspondant informatique et liberté, lui, il était responsable de tout. Et en fait, il était censé, s'il y avait un problème, qu'une donnée personnelle n'était pas bien utilisée, c'est potentiellement lui qui était responsable de tout ça. Maintenant, on a changé et du coup, en fait, le CIL n'avait... Quand on est responsable de tout, finalement, on est responsable de rien. Donc finalement, le CIL n'avait vraiment pas de poids, alors que le DPO a plus de poids parce qu'il peut, vu qu'il est indépendant, il est censé notifier la CNIL en cas de problématique, mais par contre n'a aucune responsabilité s'il y a un problème avec les traitements. Donc par contre, la règle, il faut qu'il y ait un DPO dans le cadre justement des entreprises publiques ou parapubliques. Il y a aussi une obligation pour les entreprises ayant plus de 250 salariés, et si l'utilisation de la donnée fait partie intégrante du modèle économique de l'entreprise. Voilà, c'est les conditions. Aussi, beaucoup d'entreprises vont vous dire non, mais j'ai regardé, le registre de données n'est pas obligatoire. C'est vrai, il est obligatoire que pour des grosses structures. Par contre, en cas de contrôle, faut que vous prouviez quels sont vos traitements, quelles sont les données que vous utilisez, quelles sont les cibles qui sont touchées par les données que vous utilisez, comment elles sont sécurisées. Et finalement, en fait, la meilleure façon de montrer patte blanche à la CNIL, c'est de faire un registre de données. Voilà. Donc c'est une obligation. C'est dans un sens ou dans l'autre, c'est une obligation. Voilà, les obligations dans certains établissements un peu particuliers, et si l'entreprise, alors ça c'est pas marqué, mais si l'entreprise est supérieure si il y a un nombre de salariés supérieur à 250. Voilà. Après, on passe justement sur la partie un peu technique qui va parler un peu plus aux responsables informatiques, c'est l'analyse de risque. C'est que suite à ces questions
quelles sont les données que j'ai, comment elles sont traitées, comment je les gère, et ben on va faire ce qu'on appelle une analyse d'impact et une analyse de risque. Une analyse d'impact pour la personne à qui on a récupéré les données. Je vérifie juste l'heure, c'est bon, je suis dans le temps. Voilà, c'est un peu technique, mais ça va être indispensable pour les entreprises ce qu'on appelle les pure players, les startups qui vont utiliser la donnée et vendre la donnée comme business model. Et ça a été la grosse tendance justement un peu avant la RGPD, ça a été justement un petit peu freiné par tout ça, parce qu'en fait la question c'est oui, pas de souci pour récupérer les données, déjà faut toute la légalité de l'utilisation et de la récupération de ces données, mais aussi il faut s'assurer de la sécurité, parce que plus vous allez récupérer de données, plus il va falloir mettre des moyens derrière cette utilisation de données, des moyens et plus on va mettre de la sécurité, plus ça va coûter cher. Donc après le ratio bénéfice-coût peut très rapidement s'inverser. Alors dans quel cas justement on utilise une analyse d'impact, c'est que lorsqu'on évalue une personne physique, typiquement, je vais prendre pour ceux qui ont des enfants qui vont passer dans le supérieur, admission post-bac, ou maintenant ça s'appelle, où on va juger les personnes de façon plus ou moins automatisée. D'ailleurs, les façons purement automatiques de notation de personnes est fortement interdit. Il faut absolument il peut y avoir des automatisations d'évaluation, mais par contre, il faut qu'il y ait une personne qui valide cette évaluation individuellement et pas simplement une automatisation. Prise de décision automatisée, c'est ce que je disais, avec un effet juridique ou financier ou autre. La surveillance, il y a une surveillance systématique. S'il y a des données sensibles ou à caractère hautement personnel, typiquement les données RH, traitement de données à grande échelle. Donc là, c'est ce que je disais, si je prends l'exemple de site avec des millions de données personnelles, des données concernant des personnes vulnérables, des utilisations innovantes, donc là ça va être tout ce qui va être start-upper, et des traitements qui empêchent d'exercer le droit. Je me rappelle plus ce que veut dire celle-ci, mais le principe c'est que s'il y a au moins 2 des critères sur ces 9 qui correspondent à l'activité ou au traitement de la donnée, il faut absolument une analyse d'impact. En plus, c'est une liste non exhaustive, tout simplement. Après l'analyse d'impact, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd, mais c'est vraiment quelque chose qui est lourd pour le coup. Faut vraiment se faire accompagner. Il y a des notions techniques, informatiques assez poussées à utiliser. La CNIL en plus a donné pas mal de guides, mais on rentre dans des choses assez pointues d'un point de vue juridique et technologique. Et là, parfait, il me reste suffisamment de temps pour parler de l'emailing. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Pas de réponse, tout le monde dort peut-être? Ouais, non, mais pas de questions. Bon, très bien. Concernant justement la partie émergée de l'iceberg, comme je disais, voilà, la CNIL va d'abord, dans un premier temps, comment va procéder la CNIL pour justement faire ces contrôles. En fait, ça va être simplement une pile de dossiers. À partir du moment où il va y avoir un nombre suffisant de plaintes, et vous allez vous allez être contrôlé. Et la première chose qu'ils vont contrôler, c'est si sur le site web vous avez suffisamment d'informations, sur le site web, et si ils vont tester un emailing, combien de fois je me fais spammer, et si je me désinscris 10 fois et que j'ai reçu 15 mails, là oui, forcément vous allez vous faire avoir. Alors voilà, le premier point, ça va être le mailing. La meilleure façon d'être en conformité, c'est d'utiliser un vrai outil d'emailing. Il y a des choses en plus qui sont gratuites quand on a un volume pas trop important de mails à faire. Il y a des Sendinblue, il y a des Mailchimp, il y a des Mailjet.
voilà, il y a pas mal de solutions qui en plus sont gratuites, donc c'est quasiment incontournable d'utiliser ces outils-là. C'est quasiment voilà, c'est incontournable. Tout ce qui va être aussi formulaire de collecte, comme je le disais, il faut que ça soit explicite et minimalisé, que à chaque fois que je veux que j'ai un traitement particulier et un petit peu différent, qu'on utilise vraiment des boutons un peu différents. Idéalement, il faut s'appuyer sur ses prestataires informatiques. Là, je vous parlais de MailJet, mais votre prestataire informatique, le prestataire qui va faire le site web, doit, lui, par défaut, vous proposer les solutions qui doivent respecter la RGPD. Ils doivent être force de conseil. Et il y a un principe qui vient d'apparaître. Avant, quand une entreprise se faisait ne respectait pas, si un des sous-traitants de l'entreprise ne respectait pas la RGPD, pour le compte d'une entreprise, c'était l'entreprise finale qui payait les pots cassés. Maintenant, c'est justement du donnant-donnant. Si votre prestataire informatique doit s'occuper justement de mettre en conformité les bandeaux et ainsi de suite, vous retournez contre lui s'il y a un problème avec la CNIL. Voilà. Et après les mises à jour des mentions légales du site qui est indispensable. Il y a pas mal de contenu je vous mettrai, j'ai mis quelques liens à la fin, pas mal de contenu surtout sur les mentions légales qui est un sujet un peu compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de mentions légales qui vont être identiques. On parle aussi d'opt-in et d'opt-out. Alors, deux cas de figure, toujours le B2C, le B2B. L'opt-in, c'est grosso modo, c'est l'obtention des informations directement depuis le concerné. Et l'opt-out, c'est l'obtention de ces informations, mais par un tiers. Donc, l'opt-out en B2C, c'est devenu interdit. C'est-à-dire, on n'a plus le droit d'acheter des bases de données sur clients sur Internet. Voilà. Et il faut forcément voilà, un exemple type. Il faut absolument que la personne consente à recevoir, soit consentante lors du traitement de ces données. Et l'opt-in, opt-out pour le B2B, toujours de mise, l'opt-in doit être la formule à privilégier. C'est un peu moins strict sur l'opt-out parce que si on récupère des informations qui sont directement sur Internet, là, ça rentre dans la catégorie intérêt légitime du responsable du traitement. C'est que il l'a trouvé sur Internet, ça veut dire que c'est une donnée qui est publique, donc potentiellement on a le droit de spammer en quelque sorte. Dans les règles, voilà, on a le droit voilà, c'est la petite condition, on va dire, mais bon, il faut quand même respecter certains droits, le droit d'opposition en l'occurrence. La gestion des cookies, donc le mieux. Alors voilà, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui font ça un petit peu à l'arrache et c'est oui, j'accepte. Enfin, c'est on utilise les cookies, ok. Là, on a le droit de faire ça uniquement si en fait ce sont des cookies techniques, mais qu'on n'utilise pas. Que ce sont purement des cookies techniques et que vous n'utilisez aucun suivi, typiquement Google Analytics, tous les outils Google ou Facebook. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez les outils Google ou Facebook, il faut absolument que vous ayez une vraie gestion des cookies, pas simplement un bouton OK, j'accepte en masse. Les deux très bons exemples, c'est Oracle que j'ai trouvé très bien construit. On a un petit curseur, on dit voilà, c'est simplement les cookies purement techniques pour que mon panier passe d'un endroit à l'autre et que, typiquement, pas mon panier, mais voilà, que mes informations ne soient pas complètement perdues quand je vais sur une autre page. Que ça soit les cookies un petit peu plus fonctionnels ou vraiment les cookies publicitaires. Ou alors, voilà, moi je le trouvais très bien celui-ci. Il y a aussi l'option dire voilà, statistiques, réseaux sociaux, publicitaires. Ça, c'est les vraies bonnes pratiques de gestion des cookies. Et idéalement, c'est de s'appuyer sur son prestataire informatique pour qu'il propose ce genre de solution. Hop là. Un très bon exemple aussi, qui est une entreprise qu'on a accompagnée, qui met un maximum lorsqu'on s'inscrit, qui met
qui propose justement de mettre énormément d'informations, parce qu'en plus du coup ça permet de c'est une entreprise qui vend des produits cosmétiques sur internet, et typiquement elle fait une segmentation assez poussée, et propose des contenus très pointus et personnalisés. Donc du coup elle a toute une façon d'accepter, de faire accepter les mentions légales lors de ces envois d'emailing, et en plus elle redemande, elle fait ce qu'on appelle un double opt-in, ce qui est très fortement conseillé, ce qui est pas obligatoire, mais ce qui est fortement conseillé, c'est que dès que vous avez validé sur le formulaire, oui, je veux recevoir telle newsletter, elle renvoie un premier mail en automatique. Vous vous êtes inscrit à telle newsletter. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça? Et donc c'est ce qu'on appelle un double opt-in. Donc un très bon exemple, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux. Parce que typiquement, moi je peux aller sur n'importe quel site et rentrer l'adresse, enfin je peux rentrer vos adresses mail, et puis et vous allez être spammé sans vraiment l'avoir voulu. Voilà pour la partie web. Je crois que je suis pile poil dans les temps. Est-ce que vous avez des questions un peu plus poussées? Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? J'étais un peu rapide. Moi, j'ai juste une question Oui. sur les données. Est-ce que sur le site de la CNIL, est-ce qu'on trouve la liste des données et leur sensibilité? Oui, tout à fait. Ouais. Tac. Alors, Ah bah, très bien. hop. Là, il y a quelques. Alors voilà, ça c'est les références. Tac. De toute façon, sur la CNIL, il y a vraiment énormément d'informations. Alors, c'est comme tous les informaticiens, c'est la CNIL et l'ANSSI, ils sont très bons techniquement, ils sont pas forcément très bons sur le web. Il y a énormément d'informations. Par contre, c'est pas forcément super bien organisé. Il faut vraiment gratter. C'est ce petit guide c'est un petit PDF que vous retrouverez assez facilement, et sur ce PDF, en fait, il va y avoir pas mal de liens qui vont vous permettre d'aller, en fait, vaut mieux utiliser ce PDF pour se balader sur internet. C'est bizarre, mais vaut mieux utiliser ce petit PDF avec pas mal de liens et de sous-liens pour vous balader et trouver les bonnes informations, que de vous balancer d'aller fouiller directement sur la CNIL. Mais enfin, vous avez vraiment toutes les informations concernant la RGPD sur la CNIL. La difficulté, c'est de les trouver. Et vous avez un MOOC. Alors là, je vous ai fait une bonne introduction, mais par contre, une introduction assez rapide. Il y a un MOOC, alors les Massive Online Open Courses, sur la RGPD. Vous allez retrouver pas mal des éléments que je vous ai présentés, mais qui permet d'aller un petit peu plus loin et qui pose d'autres questions. Et voilà. Et tout simplement. Ok, Et, il y avait une oui. Il y avait une autre question. Monsieur Yin. Oui, bonjour. En fait, les artisans avec lesquels je travaille, en fait, ont une base de données de clients, mais qui est inscrite sur papier. Et en fait, ces artisans voudraient transformer cette base de données en base de données informatique. Et je me demandais, est-ce que comment se fait ce traitement des données? Est-ce qu'on doit revenir vers les personnes concernées pour leur demander si on peut utiliser leurs informations? Eh ben oui, oui. Il faut la bonne pratique, c'est vraiment de. Alors justement, est-ce que dans quel cadre ils veulent utiliser ces données? Est-ce que c'est simplement des anciens clients? Est-ce qu'ils veulent faire un petit peu de prospection? Quel est le but justement d'utiliser des outils digitaux, de transférer cette base de données? Alors, disons que pour l'instant, c'est plutôt des anciens clients et il n'y a pas véritablement de but, c'est juste pour comprendre en fait leur clientèle cible, et puis ensuite peut-être en tirer quelque chose, mais il n'y a pas de but exact pour l'instant. D'accord. Alors là, dans ce temps, là, c'est des. Enfin, c'est enregistré, il ne faut pas que je le dise. Non, mais enfin, si c'est vraiment pour comprendre leurs clients, s'ils vont pas pousser de l'emailing, commencer à les spammer et autres, c'est
important pour eux. Enfin, en plus, la base, je pense qu'elle doit être assez réduite. Il ne doit pas y avoir énormément de données. Je pense que ça doit être simplement des noms, prénoms, des adresses mail. Voilà, je pense que, enfin, je sais pas si ça va un peu plus loin que ça, mais si c'est juste ça, il n'y a pas vraiment besoin dans un premier temps de leur redemander leur autorisation. C'est vraiment, enfin, ouais, vaut mieux pas. Enfin, c'est dans l'intérêt légitime du responsable du traitement. Par contre, dans un deuxième temps, et moi c'est ce que je leur conseille, c'est que dès qu'ils ont fait cette analyse en disant bah voilà mon client type, voilà comment je veux communiquer avec eux, soit sur les réseaux sociaux, soit sur par emailing et autres, à ce moment-là, il va falloir, quand ils vont intégrer ces contacts dans un emailer, la première chose à faire, c'est de renvoyer un mail en disant est-ce que nous venons de c'est un peu le truc que je disais, enfin qui était un petit peu interdit au tout début. C'était nous venons de vous. Enfin, est-ce que vous voulez faire partie de notre base de données, en fait, tout simplement. Et là, c'est oui ou non. Par contre, s'ils ne répondent pas ou s'ils mettent non, faut supprimer ces données. Et voilà, c'est la vraie bonne pratique que je conseille. Très bien. Et je conseille vraiment d'utiliser ces données parce que c'est quelque chose. Enfin, la segmentation client, c'est vraiment quelque chose qui est importante pour bien comprendre ses clients. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si j'ai répondu un petit peu à côté, non? Non, c'est très bien, ouais. Très bien. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions? Il n'a Oui. pas l'air d'en avoir. Ah, pardon. Oui. S'il vous fait bonjour. J'aurais aimé savoir s'il était possible, à travers des conditions générales de vente, donc qui peuvent être au dos d'une facture, d'indiquer que les données présentes sur le document commercial pouvaient être utilisées. Alors, si c'est dans l'exécution d'un contrat, oui, c'est même important de le mettre. Par exemple, enfin, alors, ça serait dans quel cadre? Si c'est une facture, je pense que c'est plus à des professionnels, je présume. Non, avec des particuliers aussi, j'imagine, ou dans des D'accord. conditions, il pourrait y avoir indiqué vos données personnelles pourront être utilisées à d'autres fins, telles que des newsletters, par exemple. Bah, c'est les conditions générales de vente. C'est pour ça que c'est important de les avoir mis à jour en fonction de la RGPD. Vous pouvez simplement indiquer, voilà, nous allons utiliser les données dans le cadre des conditions générales de vente, voire www.ene conditions générales de vente. Là, il n'y a aucun problème parce que c'est dans l'exécution d'un contrat et d'une prestation. Donc, voilà, là, il n'y a pas de problème. Par contre, suite à cette comment dire, suite à ce contrat, si vous voulez, théoriquement, si vous voulez faire de la pub à cette personne en utilisant ses différentes données personnelles, il faut qu'elle ait autorisé, il faut qu'il y ait une limite derrière le contrat. Si vous voulez mettre ça, il faut qu'elle ait coché la case oui, je veux être contacté pour des propositions commerciales ou pour des emailing ou pour des newsletters ou autre. Mais si c'est dans l'exécution d'un contrat, ça peut être simplement une ligne, voire conditions générales sur notre site web ou en document annexe. Voilà. D'accord, mais pour aller plus loin, il faut vraiment qu'il y ait cette case. Et pour aller plus loin, il faut vraiment que ça soit explicité. Ok, merci. Voilà. Et l'autre solution, alors soit c'est sur la facture, idéalement, ce que je conseille de faire, c'est le double opt-in, c'est que vous avez déjà l'adresse mail en tant que client. Et il y a des enfin, par exemple, Sendinblue, c'est un outil qu'on utilise à l'ENE. Il y a une règle à partir du moment où on rentre de nouvelles personnes dans notre base de données, on leur envoie un mail. Est-ce que vous voulez recevoir, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir nos newsletters ou autres, et ainsi de suite. Et théoriquement, quand la personne ne répond pas, il faut la supprimer. Ça, on n'a pas encore fait la règle de suppression automatique parce que c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, nous, on n'envoie pas de mail aux personnes qui n'ont pas cliqué sur le bouton oui, par contre. Ça, c'est important. D'accord, merci. Mais de rien. D'autres questions?
A priori, c'est bon. Bon, bah, très bien. Merci Tristan. Mais de rien. Et puis bah voilà, je vous communiquerai le support de présentation. Merci. Ok.